Bonjour à toutes et tous. Nous allons donc poursuivre notre parcours dans notre enquête sur l'adjectif hieros, dernière, ultime partie, ce que j'ai appelé donc les implications sociopolitiques de la consécration. Comme on l'a vu, la qualification en tant que hieros d'objet, de lieu, d'acte, permet au final de circonscrire une large part de ce que l'on peut appeler la religion grecque, dans l'interaction qu'elle implique entre sphère humaine et sphère suprahumaine. Car ce qui est dit hieros implique ipso facto un dieu ou à tout le moins quelque chose de divin, on l'a vu tout au long des semaines qui viennent de s'écouler. Un passage du livre 2 d'Hérodote, que j'ai convoqué naguère à d'autres fins, l'exprime de façon particulièrement claire. Hérodote, vous vous en souviendrez peut-être, y mentionne le fait que les Égyptiens considèrent les animaux comme sacrés, mais enchaîne-t-il, si je parlais, je le cite, des raisons de cette consécration, si je voulais exposer le pourquoi de cette consécration des animaux, j'en viendrais à parler des affaires divines. Or, ce sont choses sur lesquelles j'évite par-dessus tout de m'étendre. Ce que j'ai pu en dire, qui les effleurait, je l'ai dit, par nécessité. C'est un passage sur lequel je me suis longuement arrêtée il y a 3 ans. On voit bien ici le lien direct que Hérodote opère. Donc on est au livre 2 sur l'Égypte, au chapitre 65. On voit bien que le lien direct et presque automatique qu'Hérodote opère entre ce qui est hieron et les affaires divines, les dieux. D'une manière plus ou moins évidente selon les cas, et nous avons vu jusqu'ici maints exemples où le lien n'était pas forcément et immédiatement apparent à nos yeux de modernes, les anciens associent ce qui est hieros au Dieu et à la puissance qu'il manifeste parmi les hommes, comme on l'a dessiné la fois dernière, il y a 15 jours, en repartant de l'étymologie. Cet usage renvoie au cœur sémantique d'un mot et est qualifié de prototypique par les linguistes. Donc, en l'occurrence, hieros, c'est ce qui a un rapport au Dieu. Et reprenant ma comparaison, évoquant la comparaison que j'ai faite avec Rome, je peux dire à la suite de ce qu'affirmait le juriste Trébatus pour Sacer, qu'est hieros tout ce qui est considéré comme relevant des dieux. J'ajouterai même pour hieros, et pour rendre justice aux analyses que nous avons menées jusqu'ici, tout ce qui relève de la puissance des dieux. Il peut dès lors en résulter, on l'a vu, une nuance d'inviolabilité au sens d'une protection spécifique, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui je serai amenée à nuancer cette notion d'inviolabilité, dont on a considéré qu'elle était déjà présente dans la manière de qualifier une cité, des murailles, ou bien le contingent des soldats qui la gardent. Et cette protection a des implications sociales, politiques, voire économiques, sur lesquelles je vais me pencher aujourd'hui. En élargissant la focale adoptée jusqu'ici, nous allons quitter la poésie et avancer dans le temps. Je commencerai par 2 cas qui attestent que le contingent des soldats de l'Iliade, qualifié de hieros, ne relève pas de la seule licence poétique. Le premier cas nous transporte à Thèbes, en pleine époque classique, où un groupe de soldats d'élite de la cité, notamment associés aux généraux Pélopidas et Épaminondas, portait le nom de hieros lokos. Vous voyez ici le terme dans le discours de Dynarque contre Démosthène, qui a été écrit dans les années 20 du IVe siècle avant notre ère. La traduction française largement reçue pour l'expression est « bataillon sacré ». Et donc, vous avez sous les yeux, avec le texte de Dynarque, la première mention explicite de ce contingent militaire. Et Dynarque, dans ce passage du contre Démosthène, exalte la grandeur de la cité thébaine, aboutissant à la victoire de Leuctre contre les Spartiates en 371. Et donc il dit, c'est l'époque où Pélopidas conduisait le bataillon sacré et où elle, donc Thèbes, avait pour généraux Épaminondas
et les hommes dont tous deux faisaient leurs compagnons. Dans sa vie de Pélopidas, et là donc on avance un peu dans le temps, Plutarque fait également référence à ce bataillon sacré en un passage dont je vous cite la traduction. Le bataillon sacré, donc Hieros Lokos, comme on dit, c'est Gorgidas qui le premier le forma de 300 hommes d'élite dont la cité prenait en charge l'entraînement et la subsistance et qui avaient leur quartier sur la Cadmée. C'est pourquoi on l'appelait bataillon de la cité. Donc vous voyez ici un lien étroit entre Hieros et la cité. Car on donnait alors justement, et là bon, il glose, Plutarque glose sur l'évolution des mots, on donnait alors justement le nom de poleis aux acropoleis. Certains disent que ce contingent était composé d'amants et d'aimés, et puis j'ai passé un développement, et il conclut, il était donc approprié que le bataillon fût appelé sacré, dans la mesure où Platon aussi appelle l'aimé un ami saisi par la divinité. Fin de traduction, donc c'est au chapitre 18 de la vie de Pélopidas de Plutarque. Je ne me prononcerai pas ici sur l'historicité précise de la composition du groupe, mais il est intéressant de voir émerger du raisonnement de Plutarque deux éléments qui entrent en résonance avec le propos que j'ai tenu jusqu'ici. D'une part, le bataillon est un véritable rempart pour la cité, ce qui est renforcé par le glissement de polis à acropolis. D'autre part, si Plutarque semble finalement souscrire à l'idée qu'il s'agissait d'une troupe d'amants, parce qu'on voit bien qu'au début il hésite, et puis il entre dans le raisonnement platonicien finalement, l'arrière-plan de sa réflexion est platonicien, il cite Platon à la fin, on l'a vu. Donc s'il semble finalement souscrire à l'idée qu'il s'agissait d'une troupe d'amants, c'est précisément parce que l'adjectif hieros exprime aussi une certaine relation avec les dieux, pour reprendre le titre d'une leçon antérieure. Et que Platon, dans le Phèdre, associe, parce que la citation que Platon fait se trouve dans le Phèdre, que Plutarque fait se trouve dans le Phèdre de Platon, Platon associe l'amour à l'enthousiasme au sens grec du saisissement du divin. Il s'agit donc d'un usage prototypique de l'adjectif, pour reprendre l'expression que j'ai mobilisée tout à l'heure, usage prototypique de l'adjectif qui se fait jour dans le raisonnement qui prévaut à la fin de la citation que vous avez sous les yeux, mais l'arrière-plan homérique que nous avons exploré la semaine dernière, assorti des exégèses de State, laisse entendre que c'est bien la haute protection de la communauté qu'induit aussi l'adjectif. C'est à cette troupe de choc que sont associées les victoires thébaines du début du IVe siècle, avant que le groupe ne soit décimé en 338 sur le champ de bataille à Chéronée face aux troupes macédoniennes. Le bataillon sacré, le Hieros Lokos, est une forme historiquement déterminée du hierontelos ton phylakon de l'Iliade et une indication que l'idée de protection induite par l'expression poétique ne s'était pas nécessairement perdue à la période classique. Voilà pour le premier des deux cas que j'annonçais d'emblée. C'est également en ce sens que je comprends l'une des trois occurrences de l'adjectif dans le serment prêté par les éphèbes athéniens. Le texte de ce serment était partiellement connu par des citations de la période romaine, respectivement dues à Pollux et à Jean Stobé, à l'anthologie de Jean Stobé, et des discours d'orateurs du IVe siècle, d'orateurs athéniens, en conservaient l'esprit mais pas la lettre. Or, on a mis au jour une stèle inscrite qui date du milieu du IVe siècle, mise au jour, donc vous l'avez à gauche à l'écran, mise au jour dans le dème attique d'Acarne, qui a permis d'assurer davantage le texte. Et je n'ai pas résisté au plaisir de mettre à droite la reproduction en bronze que l'on trouve dans un des collèges de New York qui reprend donc cette stèle. Et la stèle, vous voyez qu'elle
possède, elle est surmontée d'un fronton qui reproduit les éléments d'une panoplie hoplitique. Et cette stèle est en fait, voilà le texte, une partie du texte que je vous mets sous les yeux, c'est une dédicace de la part du prêtre d'Arès et d'Athéna Areia, donc l'Athéna d'Arès, dans un prêtre donc, du dème d'Acarne, donc le sanctuaire, le prêtre du culte d'Arès et d'Athéna Areia à Acarne, qui a donc dédié cette stèle. Alors, je lis le texte du serment, en tout cas la première partie avec vous, donc je passe sur la dédicace. Serment ancestral des Éphèbes que doivent jurer les Éphèbes. Et voilà le texte même. Je ne déshonorerai pas les armes sacrées, hiera, ta hiera au plat, nous dit le grec, les armes sacrées, ni n'abandonnerai celui qui se tient à mes côtés, où que je sois en ligne. Je défendrai les hiera kai hosia, je ne traduis pas pour le moment, et je ne transmettrai pas la patrie amoindrie, mais plus grande et plus forte, selon mes capacités et avec l'aide de tous. J'obéirai à ceux qui commandent toujours en conscience, ainsi qu'aux lois établies et à celles qui seront établies en conscience à l'avenir. Si quelqu'un les met à mal, je m'y opposerai de toutes mes forces et avec l'aide de tous, j'honorerai les cultes de mes pères, ce qui est une traduction que j'ai empruntée à Georges Do, enfin cette expression-là en tout cas, parce que le reste je ne l'ai pas suivi, pour exprimer ta hiera ta patria. Puis alors suit, c'est très intéressant aussi, mais ça me sortirait un petit peu de mon propos d'aujourd'hui, suit une liste de témoins où l'on trouve des dieux et puis des éléments du paysage de l'Attique. Et tout ça est passionnant, mais ça m'emmènerait un peu loin. Certains termes archaïques qui sont utilisés dans le serment, et un des plus manifestes sans doute est celui de thesmos pour désigner les lois, plutôt que le nomos qui serait plutôt attendu à l'époque, mais on reviendra sur cette notion de thesmos plus tard. Donc certains termes archaïques laissent entendre que la stèle pourrait avoir conservé ou ranimé le texte d'un serment ancien. Et c'est évidemment la mention des armes hiera qui m'intéresse ici. Les hiera patria de la dernière ligne, ce sont évidemment les rituels traditionnels. Hein, c'est un des sens de hiera que nous avons vu passer la semaine dernière. Quant au hiera kai hosia, j'y reviendrai plus tard, donc je n'en parle pas pour le moment. Les armes, donc, les armes hiera, disais-je, ce sont elles que la stèle met précisément en image dans son fronton. J'ai attiré votre attention là-dessus. Le fronton présente les armes de l'hoplite, avec le bouclier protecteur qui est placé au centre, bien mis en évidence, celui-là même qui rend absolument solidaires les membres de la phalange et qui justifie la mention de parastatès que vous voyez à l'écran. Hein, je ne déshonorerai pas les armes sacrées, ni n'abandonnerai, alors ce que j'ai traduit, celui qui se tient à mes côtés, il faut d'ailleurs un S à côté, et c'est le parastatès dans le texte grec. Celui qui se tient donc à côté. Si les armes de l'éphèbe sont dites hiera, c'est évidemment à l'image du lokos thébain qui est hieros et du hieron télos de l'Iliade. Elles forment ces armes, le barrage protecteur de la cité elle-même, entendu ici dans la matérialité de son territoire, qu'il s'agit de transmettre, je dirais, pour être plus proche encore du grec, de l'inscription, en plus et en mieux. J'ai traduit parce que c'était plus joli, plus grande et plus forte, mais fondamentalement, ce que dit le grec, c'est qu'il faut le transmettre en plus et en mieux. La panoplie des jeunes soldats athéniens n'est pas consacrée au sens technique du terme, comme peut l'être un objet offert dans un sanctuaire. Qualifier ces oplats de hiera en fait les vecteurs de l'inviolabilité espérée de la cité par ceux qui y vivent et ceux qui la défendent. De même que le hieros lokos de Thèbes, les armes des Éphèbes font rempart
et permettent au koinon qu'est la cité de dormir en paix, pour reprendre l'image que Stade de Thessalonique mobilisait et dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, permettre à la cité de dormir en paix. Retenons dès lors à ce stade cette question de l'inviolabilité potentielle, tout en soulignant que ces oplats, tout hiera qu'ils soient, puisque c'est un neutre pluriel, ne sont rien sans la bravoure de ceux qui les portent. On voit bien que le serment, c'est « je ne déshonorerai pas les hiera oplats ». Voilà pour les deux premiers cas que je voulais convoquer pour montrer précisément que ce qu'on perçoit des sens de hieros associés à la défense dans la poésie archaïque ne s'est pas perdu et que ces deux cas en plein IVe siècle avant notre ère résonnent encore des mêmes tonalités. Deux dossiers documentaires, cette fois-ci pas uniquement deux documents comme je viens de vous les présenter, mais deux dossiers documentaires vont nous retenir à présent et nous permettre d'approfondir, du moins je l'espère, la notion grecque de la sacralité telle que la dessine le champ sémantique de hieros quand l'adjectif est appliqué à des biens et à des personnes, sur l'arrière-plan de la gestion de la police et de la portée de certains statuts qui s'y manifestent. Donc on entre davantage dans l'histoire, dans le concret de la vie des cités. Le premier dossier que je voudrais alors effleurer, parce que ce sont des dossiers considérables l'un et l'autre, mais qui ont déjà été bien traités, donc je peux me permettre de m'appuyer sur de très bonnes études antérieures, mais que je convoque avec d'autres interrogations. Le premier dossier, disais-je, concerne les biens, plus particulièrement des terres sacrées, auxquelles s'ajoutent les fonds sacrés, qui sont des ensembles que réunit cette qualité de sacré. Le dossier des terres sacrées à Athènes a reçu un traitement circonstancié en 2011 avec la publication de la thèse de Nikolaos Papazarkadas que vous voyez à l'écran, donc publiée à Oxford en 2011 sous le titre « Sacred and Public Land in Ancient Athens », remarquable travail de notre collègue, avec une abondante bibliographie qui remonte au XIXe siècle, quand ce type de sujet a commencé à se développer. Donc on est dans le temps long du souci de l'intérêt pour ce genre de données. Et ce travail, il faut le lire en parallèle avec deux articles de Denis Rousset qui en discutent notamment les conclusions, tout en élargissant l'ancrage géographique du propos. Il ne travaille pas que sur Athènes. Et je vous mets sous les yeux aussi des travaux récents qui sont dans le même ordre et qui nourrissent la réflexion sur ces questions. Celui de Marietta Horster, donc sur les propriétés foncières des sanctuaires grecs à la période archaïque et classique, et le gros ouvrage passionnant de Léopold Mijotte sur les finances des cités grecques aux périodes classiques et hellénistiques, où il pose notamment, parmi bien d'autres choses, la question des biens et des fonds sacrés. Je soulignerai, je vous disais il y a un instant que cet intérêt remonte à la fin du XIXe siècle, et je soulignerai à cet égard, j'appellerai à la barre un travail de 1893, si je m'en tiens aux travaux francophones, car l'Altertumswissenschaft allemande de la période n'a pas été en reste sur ces questions, mais je voudrais mentionner le travail de Paul Guiraud, intitulé « La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine », un ouvrage que le travail historiographique préalable et minutieux de Nikolaos Papazarkadas a contribué à remettre un peu sur le devant de la scène. Or, en 1893, Guiraud précisait d'emblée que les Grecs attribuaient aux dieux
un droit vague, je le cite, un droit vague et indéfini de propriété sur les biens de tous les hommes. Il ajoute que le dieu protecteur d'une cité en était réputé à quelque égard le propriétaire, à quelques égards le propriétaire, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout de suite. Que certaines contrées, écrivait-il, de l'aveu unanime avaient un caractère sacré. C'est ainsi que les Lydes avaient été placés spécialement sous la garde de Zeus, hein, c'est l'exemple qu'il prend. Puis il ajoute, parfois une cité se proclamait elle-même sacrée, elle négociait alors avec les autres États pour qu'on lui reconnût ce privilège et elle devenait inviolable pour ceux qui y consentaient. C'est la notion de hieros kai asulos, ou plutôt hiera kai asulos que l'on a pour les cités de la période hellénistique et dont Rigsby, dont je vous ai montré la référence que j'ai évoquée donc la fois dernière, a largement traité. Guiraud ajoutait, je le cite, « Ce n'était là, à vrai dire, qu'un droit de propriété tout à fait fictif qui se superposait aux droits des particuliers sans les annuler et même sans les amoindrir. L'ensemble de l'élite pouvait bien appartenir à Zeus, cela n'empêchait pas que chaque parcelle du sol appartint sans réserve à un propriétaire distinct. Les hommes souffraient si peu, ajoute-t-il, du droit de propriété des dieux qu'ils y trouvaient au contraire une garantie de plus pour le leur, du moins à l'égard des étrangers. » Je dois dire que ce travail de Guiraud mettait déjà bien en évidence toute une série d'éléments très importants du dossier qui nous occupe. Donc, je le disais, pour la question de la Cilice, je renvoie au travail de Rigsby. Pour le reste, la qualité de hieros des territoires ainsi évoqués crée assurément un certain rapport aux dieux, comme l'évoquait le titre d'une leçon antérieure. J'ai aussi évoqué précédemment le cas particulier d'Athènes et son Athéna tutélaire à laquelle j'avais promis de revenir. J'y reviens, grâce à un passage de Pausanias au livre 1 de sa Périégèse, qui exprime tout à fait clairement ce que Guiraud évoque à propos de l'Élide et à la garde que Zeus lui-même lui accordait. Je lis le texte de Pausanias avec vous. Nous sommes donc au livre 1, chapitre 26, paragraphe 6. Donc il est en fait, Pausanias à ce moment-là est sur l'acropole d'Athènes. Et il va commencer à décrire le sanctuaire d'Athénapolias. Et donc, voilà, il y a un rapport d'idées là qui s'opère entre la déesse et la cité. Et voici ce qu'il écrit. Toute la cité et toute la terre, donc tout le territoire en fait, hein, mais c'est gai en grec, sont hiera d'Athéna. J'ai laissé le mot grec. Et en effet, tous ceux qui ont coutume de vénérer d'autres dieux dans l'Édème n'en honorent pas moins Athéna. Là, c'est la justification de la question du territoire. Quant à ce qui suscite le plus de vénération sacrée, bien avant que la cité se fût formée du rassemblement d'Édème, est la statue d'Athéna qui se trouve aujourd'hui sur l'Acropolis, je garde le mot grec à dessein, que l'on nommait alors polis. C'est exactement la même réflexion que faisait aussi Plutarque à propos de Thèbes. La tradition veut qu'elle, donc la statue, soit tombée du ciel. Et donc j'ai mis en évidence dans le texte la notion de hieros qui qualifie la polis et son territoire, mais aussi la notion de agios qui s'applique à l'agalma de la déesse, donc la statue qui était censée être tombée du ciel. Alors le constat que la cité et son territoire sont hiera d'Athéna, que chacune d'entre elles est hiera d'Athéna, ce constat n'a évidemment aucun caractère juridique, légal. La traduction de hiera par consacré n'est pas sans ambiguïté, ce qui explique que paresseusement j'ai gardé le mot grec dans la traduction à l'écran. C'est exactement ce que disait Guiraud à propos de Zeus et de l'Élide. Ce qu'exprime en fait Pausanias, si je convoque tout ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est la protection de la puissance divine d'Athéna dont bénéficie la cité et son territoire. Selon
pour montrer que ce n'est pas une manière de réfléchir qui serait propre à un homme du IIe siècle de notre ère comme les Pausanias. Solon l'affirmait bien des siècles avant, en dessinant l'image, alors en dessinant poétiquement, puisque c'était dans une élégie, poétiquement l'image d'Athéna, étendant ses mains sur la cité que lui-même, Solon, cherchait à pacifier. Ce qu'il est aussi intéressant de voir, de constater dans le texte de Pausanias est l'existence de degrés de sacralité. J'ai parlé la semaine dernière d'une sorte d'éventail entre la haute intensité et la basse intensité. L'existence, disais-je, de degrés de sacralité et donc de variation dans l'intensité de ce qu'elle implique. La mise en regard, donc, dans le texte du Périégète, de l'adjectif hieros, on vient d'en parler, et du superlatif agiotatos, superlatif de agios, le montre bien. Agios fait aussi partie, on l'a vu quand j'ai commencé à vous parler de ces questions et que j'ai décliné les différents éléments du vocabulaire de la sacralité. Agios fait partie du vocabulaire de la sacralité, et d'ailleurs c'est lui que le christianisme va s'approprier pour exprimer la sainteté, pas hieros. Mais bon, c'est un autre problème. Donc, agios fait partie de ce vocabulaire, mais sous un angle différent de hieros, puisque l'adjectif convoque surtout la profondeur du temps génératrice d'un respect particulièrement vif. C'est ça la connotation qu'on a derrière agios. C'est la statue tombée du ciel qui, par son origine proprement divine en des temps primordiaux, suscite le superlatif agiotatos, venant en quelque sorte surenchérir dans le propos de Pausanias, sur le constat du caractère hieros de la cité et de son territoire. Ceci dit, soyons de bon compte, Pausanias aurait parfaitement pu écrire hierotatos pour qualifier la statue. L'adjectif existe, pardon, pas l'adjectif, le superlatif existe évidemment pour hieros aussi, et il est utilisé. Il y a des choses plus ou moins sacrées. Mais la variation stylistique, parce qu'on peut imaginer que ça l'a guidé dans la rédaction de ce paragraphe, et la nuance spécifique d'Agios ont abouti à cet emploi pour qualifier l'antique statue de bois de la déesse. Entre la sacralité globale du territoire protégé par sa divinité tutélaire, mais pas que par elle, mais tout particulièrement par elle, et l'intense sacralité de l'objet vénérable qui en manifeste la puissance dans son sanctuaire de l'Acropole, il y a tout l'éventail de ce qui est susceptible d'être qualifié de hieros. À la protection globale correspond ce que nous avons vu de la polis hiera, homérique, la sainte cité, comme Paul Mazon traduit l'expression, le lieu auquel les dieux accordent une attention toute particulière parce que s'y déploie la société des hommes et qu'elle rend possible l'interaction avec eux. Mais au-delà d'une sorte d'approche que je qualifierais d'un peu holistique de la sacralité d'un territoire, les dieux qui y sont ancrés par le biais de leur sanctuaire, les hieras, possèdent des terres et des biens au même titre que les humains, ou presque. Et c'est évidemment ce presque qui soulève des questions et explique l'abondante bibliographie qu'a déjà suscité la problématique des biens sacrés, qu'ils soient fonciers, immobiliers ou mobiliers. Ce que je vous ai mis sous les yeux tout à l'heure comme bibliographie n'est évidemment que la pointe de l'iceberg. En effet, pour résumer brièvement le débat, ce qui est hieros vient en quelque sorte s'immiscer dans la dichotomie de ce qui est idios, d'un côté, le particulier, et ce qui est démosios, officiel, ou encore koinos, commun. Et dans la cité idéale d'Hippodamos de Milet, telle qui fait référence à la politique d'Aristote, le territoire est précisément divisé en 3 parties. Je lis le texte avec vous, qui vient donc du livre 2 de la politique, la référence classique étant 1267b 33-37. Il, donc Hippodamos, dans la cité idéale dont il rêve, divise le territoire en 3 parties, triaméré, dit le grec,
respectivement sacré, hiera, public, démosia, et privé, idia. La part sacrée, alors il ne s'arrête pas là, il poursuit. La part sacrée est pour accomplir les rites traditionnels pour les dieux, et ce que j'ai traduit par rite traditionnel, c'est un nomizomena. La part commune, vous voyez ici un intéressant glissement dans le vocabulaire entre démosios et koinos. La part commune pour subvenir aux besoins des défenseurs de la cité, la part privée dans celle des agriculteurs. Fin de citation. Alors ce texte, comme on peut l'imaginer, a été abondamment sollicité pour tenter de comprendre les différents statuts de la terre des cités, statuts légaux, j'entends, juridiques. Or, ça pose un problème, me semble-t-il, parce que ce texte présente un déséquilibre peut-être significatif dans l'explication dont il a sorti chaque type de partie. En effet, vous voyez qu'il définit le territoire hieros et le territoire démosios par l'affectation des revenus qu'il génère. Tandis que la troisième part, celle des idioi, des particuliers, se ramène au profil de ceux qui travaillent la terre, à savoir les agriculteurs. Or, les terres sacrées et publiques sont évidemment aussi des terres agricoles. On ne se situe dès lors pas sur le même plan dans les trois cas, et il est délicat de tirer de ce texte une quelconque doxa quant au statut juridique des parties du territoire dans les cités historiques. Mais je vais revenir sur ce point dans un moment. À ce texte de la politique d'Aristote s'ajoutent maintes inscriptions. C'est ça l'essentiel du corpus sur cette problématique des biens, des terres sacrées, des terres des particuliers et des terres publiques. Maintes inscriptions où l'on voit les qualités de démosios et de hieros appliquées donc à des terrains. Et ces qualités sont soit juxtaposées, je n'ai pas repris d'exemple, mais soit juxtaposées, comme si un même terrain pouvait être à la fois démosios et hieros, donc public et sacré, soit distinctes en une forme d'alternative qui paraît exclusive. Un terrain semble alors soit sacré, soit public. Et les chercheurs se divisent sur ce point. Et la question est posée, en fait, doit-on radicalement opposer ce qui est hieros et ce qui est démosios? En d'autres termes, la qualité de hieros associé à un bien, au sens où il appartient à un dieu, ou au moins qu'il relève, et je reprends l'expression, une certaine relation avec le divin, il relève d'une certaine relation avec le divin. Donc cette qualité de hieros implique-t-elle de le soustraire au statut de démosios? Comment cela s'articule-t-il? Et un même questionnement s'applique évidemment aux biens publics et sacrés qui ne sont pas nécessairement fonciers. C'est le cas des caisses et des trésors sacrés et publics des cités. Et de ce point de vue, évidemment, comme souvent en histoire ancienne, enfin en histoire grecque, la situation athénienne est la mieux connue, mais elle est également exceptionnelle. Dans la deuxième moitié du Ve siècle, on croise à Athènes 3 caisses qui sont gérées par des trésoriers tirés au sort. On a le trésor d'Athéna, celui des autres dieux, et le démotion, ou trésor public, qui émerge dans notre documentation dès la fin du VIe siècle. Certains chercheurs qui analysent ces dossiers, et encore une fois, je vous renvoie à la bibliographie que je vous ai donnée tout à l'heure, distinguent soigneusement les biens sacrés et les biens publics, tandis que d'autres n'opèrent pas de césure absolue entre eux en invoquant soit le fait que ce sont des magistrats élus ou tirés au sort qui gèrent tant les biens sacrés que les biens publics, donc vous avez une unité de gestion, je veux dire, soit un autre argument, le fait qu'il existe un vaste éventail de cas attestés dans la documentation épigraphique et que ces spécificités, outre qu'elles illustrent une fois de plus la pluralité des situations du monde grec, attestent aussi la porosité des catégories. Alors je reviendrai sur ce point pour Athènes en abordant le champ sémantique de Osios la fois prochaine, et des séminaires que j'ai dû reporter d'une année aborderont aussi, avec des collègues invités, la question l'année prochaine. Mais voilà l'arrière-plan, donc, sur le statut
de tous ces éléments quand un bien, qu'il soit numéraire ou foncier, mobilier ou immobilier, est qualifié de hieros, comment cela s'articule-t-il avec je dirais le monde des hommes, puisqu'il est évident que les dieux ne peuvent pas s'occuper eux-mêmes de leur patrimoine. Quand j'ai présenté lors de la 4e leçon de ce cycle, du cycle de cette année, le petit dossier des dédicaces archaïques, et je vous remets sous les yeux quelques exemples, il y avait une dédicace de Naucratis à Aphrodite offerte par un certain Euclès, Euclès aneteken hieren t'Aphrodite, une inscription de Loussoi en Arcadie qui suivait le même principe mais pour Artémis, avec donc des datifs du destinataire, donc c'était l'offrande à la divinité, l'objet sacré à la divinité, et puis toute une série d'exemples qui faisaient d'Athènes et d'Olympie, où on avait ce statut de hieron de la divinité, à la fois pour Athéna à Athènes et pour Zeus à Olympie. Et quand nous avons donc travaillé sur ce petit dossier, j'ai constaté que le statut de hieros conféré à ces objets était une donnée objectivable. C'est ce que je vous ai dit à ce moment-là. L'offrande inscrite comme étant hieros, ou bien l'espace avait ajouté, évoquant les hieras comme lieu de culte. L'objet ou l'espace, donc, est la propriété du dieu, ou du moins nous dirions qu'il entre en sa possession, si l'on considère que la notion de propriété est difficile à manier en Grèce à cette période, ce qui fait partie du débat que j'évoquais tout à l'heure. Le dossier à plus large échelle des biens sacrés, que ce soit des terrains ou des fonds, impose d'aller plus loin que ces exemples que vous avez sous les yeux et d'évaluer les implications de cette possession de terres et de biens dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était presque comparable à celle des humains. Et ce presque met en jeu la manière dont on se représentait la place effective des dieux au sein d'une polis. Et c'est évidemment tout l'enjeu de mon interrogation depuis le début de ce cycle de cours. Repartons un instant de l'image odysséenne du dieu Hermès, traînant les pieds, si vous me passez l'expression, pour aller chez Calypso, dans le no man's land des bords du monde, alors que c'est dans les cités des mortels que sont alloués aux dieux l'hommage qui atteste leur divinité. Le koinon, le commun que traduit la polis, c'est un des acquis de la leçon précédente, est donc le lieu d'expression privilégiée de la relation entre hommes et dieux, une relation que le vocabulaire grec exprime par l'adjectif hieros et tous les dérivés que nous avons vus se cristalliser autour du sacrifice la fois dernière. C'est la survie, on l'a vu aujourd'hui, de ce koinon qu'implique l'usage de hieros pour qualifier le bataillon de Thèbes ou les armes des éphèbes athéniens. Et si la cité est hiéra dans la poésie, c'est parce qu'elle assure cette protection et qu'elle attire les dieux. Dès lors, au-delà de la pluralité des cas et des spécificités nombreuses des dizaines de cités de la Grèce classique, au-delà du déficit de notre information sur la complexité institutionnelle qui concerne toutes ces questions de biens sacrés, biens publics, qu'est-ce sacré, qu'est-ce public. Le tableau est extrêmement complexe et lacunaire, comme toujours, là aussi, malheureusement, en histoire grecque. Il me semble que l'approche de la problématique des biens sacrés, par la compréhension du terme même de hieros qui les qualifie, apporte un éclairage latéral et donc différent au débat qui agite épigraphistes et spécialistes de l'économie antique. Donc c'est à cet exercice que je voudrais m'atteler. Ce qui est hieros, avons-nous vu par maints exemples poétiques, traduit l'interaction entre Dieu et humain, je viens de le répéter, l'action des uns et les attentes des autres, et ce dans les deux sens, tant les dieux que les hommes agissent, tant les dieux que les hommes ont des attentes. Dans la représentation que les Grecs se font de leurs dieux, c'est vraiment un mouvement à deux bandes, si je puis dire, comme dans une rue, qui n'est pas à sens unique,
hein, elle est à double sens. Déclarer qu'un bien est hieros le retire de ce que j'ai appelé il y a quelques semaines un usage et une circulation horizontale pour l'inscrire dans une dimension verticale où se joue la timède des dieux. Mais qu'en est-il de l'usage et de la circulation des biens en question, puisqu'il est évident que ceux qui les possèdent, les dieux, seraient bien en peine de s'en occuper? Or, c'est précisément de cela que parle le texte d'Aristote que j'ai cité il y a un instant, quand il associe les terrains sacrés à l'accomplissement de ce qui est d'usage pour les dieux, d'anomizomena. Or, c'est d'usage également qu'il est question pour les terrains publics. Il s'agit de subvenir aux besoins des défenseurs de la cité. Dans l'un et l'autre cas qu'exprime ce texte si intéressant, dans l'un et l'autre cas fondamentalement, c'est le salut de la cité qui doit être assuré. D'une part en s'assurant la bienveillance des dieux qui veillent sur elle, d'autre part en rencontrant les besoins de sa défense. Sur le plan des représentations, puisqu'il est évident, me semble-t-il, que c'est ainsi qu'il faut comprendre la tripartition attribuée à Hippodamos par Aristote, sans en faire, je le disais, une doxa légale. Sur le plan des représentations, donc, tant les biens hieroi que les biens des mosioi participent à la protection du groupe, du koinon. Mais pour les premiers, la perspective est verticale et requiert des précautions à l'égard d'interlocuteurs potentiellement chatouilleux, sourcilleux, voire dévastateurs. Tandis que pour les seconds, elle est horizontale, elle se joue entre humains et permet davantage de souplesse. Les humains, qui bien sûr sont à la manœuvre dans l'un et l'autre cas, ont un devoir de précaution à l'égard de ce qui est réservé aux dieux et à leur service. Toutefois, quand le salut de la cité est en cause, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit remettre davantage en évidence quand on parle de hieros. Quand le salut de la cité est en cause, la porosité, même relative et provisoire, entre fonds sacrés et fonds publics, atteste que dans chacune de ces deux perspectives, horizontale et verticale, c'est la protection de la communauté qui est en cause. Dès lors, selon les cas que présente la documentation, notamment épigraphique, on voit que certaines communautés ont choisi d'opérer une distinction nette entre les deux types de biens, tandis que d'autres pourraient avoir inclus les biens sacrés en tant que partie des biens communs. Mais dans ce cas, il s'agit d'une partie qui se traite avec circonspection et dans un cadre contraint, comme l'attestent les accusations de sacrilège qui frappent ceux qui en abusent, même à des fins collectives. Donc on voit qu'on a là, si vous voulez, là encore, des gradations entre des... j'ai presque envie de reconvoquer à nouveau la notion d'intensité hein, en fonction des contextes. Donc, je me demande si se poser la question de la séparation ou de la confusion entre les différents fonds, entre les différents types de terres, n'est pas finalement mal poser la question. Hein, sur un plan d'anthropologie des religions, on peut peut-être renverser la problématique et repartir de tout ce qu'induit la notion de hieros. Pour complexifier encore le tableau, je vais maintenant convoquer mon deuxième dossier. Je vous avais annoncé 2 dossiers documentaires nous permettant d'éprouver les acquis de l'analyse de hieros dans la poésie, dans d'autres sources et plus avant dans les siècles. Donc je viens de refermer provisoirement le premier dossier. Je vais ouvrir le second, circonscrit à une problématique bien précise, lui aussi. Il s'agit cette fois de ce qu'on appelle les affranchissements par consécration, qui posent d'une autre manière la question de ce qu'implique la notion de hieros. De quoi s'agit-il? Alors, des esclaves sont susceptibles de recouvrer leur liberté. Ils sont donc affranchis par le biais d'un processus de consécration à un dieu. Attesté peut-être à partir du 5e siècle avant notre ère, mais surtout répandu à la période hellénistique, ce processus se traduit dans l'épigraphie par toute une série d'expressions
je veux dire par un lexique, hein, dont on s'accorde aujourd'hui à penser qu'elle recouvre une pratique unique. On a longtemps discuté sur le fait de savoir si tout cela recouvrait le même type de processus, et aujourd'hui je pense qu'on a raison de penser que tout cela recouvre une pratique unique. Ainsi, des inscriptions qui ont été mises au jour au cap Thénard, donc avec le cap Thénard nous sommes au sud de la Laconie, dans un sanctuaire de Poséidon. Oui, avant peut-être d'arriver au cap Thénard, voilà une très brève bibliographie, encore une fois, hein, sur les affranchissements par consécration, donc un article de Jean Ducas sur les esclaves au Thénard, précisément, dont je vais vous parler tout de suite, un très important ouvrage de Laurence d'Armezin, et le corpus des inscriptions de Delft, volume 5, qui vient de sortir de presse en 2019, sur précisément les actes d'affranchissement associés au sanctuaire d'Apollon. Bon, je commencerai par le cap Thénard. Les inscriptions mises au jour en ce lieu offrent une sorte de formulaire d'enregistrement qui s'ouvre, vous le voyez à l'écran, sur le verbe anétéké, qui est le verbe que nous avons vu passer très régulièrement pour dire l'offrande. Hein, c'était la consécration, la déposition dont je voulais plutôt faire une suspension, hein, vu le préverbe. Donc on a vraiment ce mot qui arrive en tête d'inscription. Et cette inscription, donc IG 5.1.1232, datée par Jean Ducas des années 370, atteste la consécration par Nikon à Poséidon d'une esclave féminine. Vous voyez qu'elle s'appelle Nikaphoris, et de ses deux fils, sans doute, Lysippe et Nicarchidas, ainsi que les biens de la femme, de Nikaphoris. Donc, suit le nom de tous ces gens, la mention de l'Éphore, qui est le magistrat éponyme, qui sert donc à dater et à certifier le formulaire d'enregistrement, et de témoins, Ménécharidas et Andromédès. Si l'on ne disposait que de ce type de documents, il y en a 6 en tout, mais je ne vous en mets qu'un ici pour le Thénard, on pourrait considérer que ces esclaves passent simplement d'un maître à l'autre, d'un maître humain au maître divin, puisque le verbe anétéké, quand il s'agit d'un objet, consacre, je l'ai dit, un transfert de propriété, ou de possession si l'on ne veut pas utiliser le terme de propriété. Mais le corpus ne se limite pas aux inscriptions du Thénard, et la thèse de Laurence d'Armezin, dont vous avez le titre sous les yeux, donc les affranchissements par consécration en Béotie et dans le monde grec hellénistique, la thèse de Laurence d'Armezin offre de ce point de vue un éventail de cas tout à fait intéressants, très nombreux, avec des formules beaucoup plus élaborées que celles du Thénard. Je prendrai 2 exemples. Bon, il faudrait évidemment déployer l'ensemble, mais ça me prendrait trop de temps. Je prendrai 2 exemples qui proviennent tous les deux de Béotie, l'un à Lébadé et l'autre à Chéronée. On va lire les textes ensemble. Donc, le texte de Chéronée date de la fin du IIIe siècle et du début du IIe, avant Jésus-Christ. Et voilà comment on peut traduire cette inscription. Sous l'archontat d'Anaxicratès, le 15 du mois de Boukatios, Callo, fille de Timiadas, avec l'assistance comme proche de Calone, fils de Timiadas, et d'Amageitos, fils de Caphisodoros. Donc on voit bien ici que c'est une femme qui procède à la consécration, et donc qu'elle ne peut le faire seule sans assistance. Donc là, on a deux proches qui l'assistent. Donc Timiadas consacre comme hiéra, hein, et on a en grec Antiteititan idiandulan kalida yaran à Sarapis. Donc elle consacre comme hiéra son esclave Calice à Sarapis, comme n'appartenant plus à personne en rien. Elle procède à la consécration. Donc on voit ici le terme anathésis, hein, qui est le substantif formé sur anatithémie.
elle procède à la consécration par l'intermédiaire du Conseil, conformément à la loi. On a ici l'expression kata ton nomon. Deuxième exemple, qui vient cette fois de l'Ébadé. L'inscription commence par l'invocation que l'on trouve souvent associée plutôt à des décrets publics, Dieu bonne fortune, Théos tuka agata. Alors qu'Astias était archonte des Béotiens et d'Orcon archonte à l'Évadé, Doilos, fils d'Iranéos, consacre son serviteur Andrikos à Zeus Basileus et à Trophonios, afin qu'il soit hiéros, à condition qu'il demeure auprès de sa mère Athanadora pendant 10 ans, donc c'est la mère de celui qui consacre, comme le père de Doilos l'a prescrit. Si Athanadora vit encore, Andrikos versera la somme inscrite dans le testament. S'il arrive quelque chose à Athanodora, qu'Andrikos passe le temps restant, alors de la paramonée, je vais expliquer tout de suite, auprès de Doilos, ensuite qu'il soit hiéros, n'appartenant à personne en rien, que personne ne réduise Andrikos en esclavage, et qu'Andrikos officie dans les sacrifices offerts à ses dieux. Donc voilà les deux documents sur lesquels je veux me pencher avec vous. Le premier cas est plus simple que le second, puisqu'on voit le dédicant suivre la procédure légale, puisque là on voit que c'est une procédure légale, le kataton nomon est très clair, sous l'autorité du conseil de la cité, et faire de son esclave une personne libre. Alors on n'a pas l'adjectif éleuteros ici, mais il apparaît dans d'autres inscriptions que je n'ai pas le temps de déployer. Mais ici, on voit bien que la liberté est affirmée par cette expression comme n'appartenant plus à personne en rien. Une telle opération passe par la dédicace de l'esclave comme hiéros. Alors, Laurence d'Armezin était fort embarrassée, elle s'en explique dans sa thèse, précisément par ce genre d'expression, parce que, évidemment, comme on traduit en général en français anatithémie par consacré, dire qu'on consacre comme sacré, c'est assez curieux. Donc elle a choisi, et je l'ai suivi ici, de conserver le hiéros, comme je l'ai fait souvent d'ailleurs dans les cours précédents. Elle a choisi la translittération en maintenant le grec dans la traduction française pour éviter cette redondance inélégante. Donc ici, on voit bien qu'on est a priori dans la même démarche que ce que l'on a pour nos objets très modestes à l'époque archaïque et dont je vous ai remontré des exemples il y a un instant. Mais c'est manifestement parce qu'il est hiéros que l'esclave devient libre. Dans le deuxième exemple, le statut de hiéros et donc la liberté qui l'accompagne ne seront acquis qu'au terme d'une période de latence où l'esclave devra continuer à servir la mère de son ancien maître pendant 10 ans. C'est ce qu'on appelle la paramonée. Et si elle est toujours en vie au terme de cette période, l'esclave devra s'acquitter d'une somme prescrite pour acquérir la liberté. Et si la mère est morte entre-temps, la période prescrite se poursuivra aux côtés du maître. C'est seulement au terme donc, de ce que d'autres inscriptions appellent la paramonée, je suis très à l'aise pour l'ajouter avec Laurence, c'est Laurence d'Armezin qui propose cette traduction, je suis très à l'aise pour la suivre parce qu'effectivement il y a des inscriptions qui présentent le terme de façon explicite. Et la paramonée, c'est littéralement le fait de rester près d'eux. Donc, il faut d'abord rester un moment. Donc, il y a déjà une première phase, si vous voulez, une sorte de promesse qui est faite. Puis, il y a la paramonée. Donc, c'est différé, la libération est différée. Et l'esclave sera hiéros ensuite et donc libre. Dans ce cas, survient la clause, donc, dans le cas qui nous occupe ici, survient la clause à la fin, clause tout à fait exceptionnelle d'un service rituel à rendre auprès des dieux dont il est désormais hiéros. C'est très rare dans le corpus, mais je l'ai mis ici en évidence, et le fait de le mentionner, de la mentionner, cette obligation, souligne sans doute la spécificité de la clause en question. Alors, je pourrais multiplier les exemples, je le disais, notamment l'élargir aux remarquables inscriptions de Delphes qui consignent les affranchissements par la vente d'esclaves à Apollon, et
je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la couverture de ce corpus remarquable. Donc, le volume 5 des inscriptions de Delphes publie une partie de ces textes et bon, il pose particulièrement bien la question de la vente, du prix que coûte l'opération, mais je n'entre pas dans ce détail. Les exemples que je viens de montrer suffiront à poser la problématique du dossier, à savoir la portée de la qualité de hieros qui est attribuée aux esclaves affranchis dans le cadre du dossier, de la réflexion globale que je mène depuis plusieurs semaines. Un premier constat doit être fait. Affranchissement et consécration sont indissolublement liés. Et Laurence d'Armezin a tout à fait raison d'intituler son ouvrage « Les affranchissements par consécration ». Il n'y a pas d'un côté des affranchissements et puis de l'autre des consécrations. Non, les deux sont indissolublement liés. Le statut de hieros conféré à l'affranchi n'est pas juste un élément surajouté à une procédure qui serait avant tout civile, dirions-nous. Et Jean Ducal l'avait déjà très très bien remarqué dans l'article dont vous avez la référence sous les yeux, il n'y a affranchissement que parce qu'il y a consécration. Et s'il y a consécration, c'est précisément parce qu'il s'agit de garantir l'affranchi contre toute tentative de le replacer dans un cadre servile. Le Dieu auquel il est consacré devient non pas son maître, puisque, je le répète, et vous l'avez vu sur les deux inscriptions, il n'appartient plus à personne en rien, mais son protecteur. L'instance qui empêchera quiconque de s'emparer de lui en reprenant sa liberté. En lui reprenant sa liberté. Et à Chéronée, en tout cas, on l'a vu, ce processus est stipulé par un nomos, une loi dont on ne sait rien par ailleurs, évidemment. En clair, c'est l'instance publique démosios, dirions-nous dans le vocabulaire de l'hippodamos d'Aristote, qui s'associe aux dieux pour garantir la liberté des affranchis en les plaçant sous son autorité. Alors, ce dossier passionnant mériterait évidemment bien des réflexions complémentaires que je ne développerai pas ici. Pour mon présent propos, je soulignerai deux choses. Tout d'abord, l'accent est à nouveau mis sur la protection, la sauvegarde, par le biais de l'adjectif hieros. Mais cette protection n'impose pas la contrepartie d'une sorte de retrait du monde ou de service constant à la divinité. La sacralité dont est revêtue l'affranchi le soustrait en quelque sorte à l'avidité des hommes, mais ne lui impose pas un nouveau maître qui serait divin cette fois. La nuance est d'importance, me semble-t-il, et permet de revenir sur le dossier des biens sacrés. Ne serait-ce pas un même type de représentation de l'autorité divine qu'il faut déceler derrière le statut de hieros attribué aux terres des dieux et plus largement à leurs biens? Ce sont les ressources nécessaires à la pratique des cultes qu'il convient de protéger de l'avidité humaine, afin d'assurer aux dieux ce qui leur revient, à l'instar des affranchis qu'il faut eux aussi soustraire à la mainmise de ceux qui voudraient les mettre à leur propre service. Et dans l'un et l'autre cas, le Dieu et la cité permettent de conserve, d'assurer l'intégrité des personnes et des biens hieroi, sans pour autant les retirer du monde, pour reprendre mon expression d'il y a un instant. Et je prendrai un ultime exemple pour conclure. Il s'agit d'un décret de la cité de Kos, daté de la deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère. Que dit ce décret, donc IG 12.4.283 ? Si quelqu'un coupe les cyprès qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du témenos, donc de l'enceinte sacrée, ou emporte le bois mort des cyprès hors de cette enceinte, qu'il paye 1000 drachmes et qu'il soit considéré comme impie envers le sanctuaire, à moins que l'Assemblée ne décide, sous-entendu, de l'utiliser pour une construction publique. Et vous voyez ressurgir le to yaron, évidemment, pour le sanctuaire, et le damosion pour la construction publique en dorien. Que les épimélètes du témenos, donc de l'enceinte, ou un autre qui le souhaiterait, dénoncent le coupable devant l'Assemblée, conformément, alors là, c'est une restitution à la loi sacrée,
notion sur laquelle il faudra qu'on revienne, et la loi Maastricht, donc la loi des magistrats, des mastroi. Si je convoque ce texte pour terminer, c'est parce qu'on voit bien ici, très, très concrètement, la distinction qui est faite entre l'action privée et l'action privée, l'action des particuliers et l'action du koinon, qui ne sont absolument pas sur le même plan. Dans le cas de la protection de ce témenos, l'idios ne peut pas commencer à couper du bois et à le faire sortir du sanctuaire. Si c'est pour le koinon, si c'est pour le démotion, enfin, ou le démosios plutôt, alors ça devient possible. Et donc, le hieron, en tant que sanctuaire, est explicitement sous l'autorité du démotion, et je dirais ce qu'on pourrait appeler une inviolabilité est à géométrie variable en fonction de l'instance qui est à la manœuvre. Et ça, c'est vraiment un élément que je voudrais souligner extrêmement fort. Cela signifie d'une part que ce qui est hieron est susceptible d'être sous le contrôle du démotion, bien sûr, et que c'est la protection qui est en jeu, une fois encore, dans cette affaire, mais la protection de ce qui revient aussi à la communauté qui est solidaire de ces dieux dans ce que Homère appelait une polis hiera. Je vous remercie de votre attention.